Oui, donc la thématique d'aujourd'hui parle d'un sujet qui, au final, nous parle à tous, qui est l'attention. Mais au-delà de ça, cette présentation a vraiment pour but de faire un topo, de différencier, d'expliquer un petit peu les difficultés d'attention, de concentration dont nous parle de plus en plus, enfin dont on entend parler de plus en plus dans la société, qui sont au final liés à un parcours ordinaire, dû à des facteurs dont on va voir intrinsèques, extrinsèques, et les difficultés d'attention qui, elles, relèvent vraiment d'un trouble neurodéveloppemental, donc le TDAH, trouble déficit de l'attention avec sans hyperactivité. Donc je trouvais ça important de remettre un petit peu, on va dire, les cadrans pour qu'on puisse vraiment faire la distinction. Et l'objectif du coup de cette présentation, je l'espère, c'est qu'à la fin, ce soit plus clair. Donc l'attention est une notion qui est partout, que ce soit dès la petite enfance jusque dans le vieillissement. On le voit avec des remarques de l'entourage, des remarques que nous faisons à nous-mêmes concernant notre qualité d'attention. Donc souvent, je suis sûre que ça parle à chacun d'entre vous. Oh là là, mais qu'est-ce que... Enfin, j'étais dans la une, j'étais ailleurs, je n'ai pas fait attention, je me suis cognée, etc. Mais aussi, donc, les retours de l'entourage, tu n'as pas fait attention, etc. Donc on voit bien que c'est une notion qui est centrale dans la société. Mais qu'est-ce que c'est que vraiment l'attention ? Je pense que si je demande à plusieurs d'entre vous dans cet amphithéâtre une définition, je ne suis pas sûre qu'on retrouve exactement la même. Est-ce que certains veulent se lancer ou alors... Oui ? C'est une capacité cognitive. Ouais, super. Mais qui permet quoi ? Il y a quatre types d'attention, si je ne me trompe pas. Il y a quatre différents, mais je pense que c'est une capacité cognitive de concentration. Ok, oui. En fait, c'est ça, c'est vraiment la capacité cognitive. Je pense que c'est vraiment le terme utilisé. Pareil, l'attention, la concentration, souvent au décours de nos consultations, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une espèce de confusion. Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est différent ? Donc avant de parler, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet qui concerne toutes les difficultés, je voulais quand même faire un topo pour qu'on ait du coup tous la même notion. Donc effectivement, vous avez bien dit, donc c'est une capacité cognitive, c'est un processus cérébral qui nous permet volontairement, donc consciemment, de nous concentrer sur que ce soit un objet, une personne, une action. Alors la concentration, c'est une faculté, c'est une capacité à maintenir sur une tâche précise et sur un certain temps. Donc si je prends un livre, je suis en train de lire, mon attention va me permettre d'être immergée dans l'histoire, de ne pas faire attention à ce qui se passe autour de moi, mais ma concentration, donc si j'ai une concentration optimale, je vais être totalement absorbée par l'histoire. Je vais voir la scène, imaginer la scène. Et ça permet effectivement de complètement occulter les distracteurs, que ce soit les bruits, les sons et autres. Donc attention, concentration, ce sont deux notions différentes, mais qui sont liées. Pour revenir à l'attention, donc elle est essentielle pour chacun d'entre nous. Elle nous permet d'apprendre, tout en fait, d'avoir de nouvelles acquisitions, de nouveaux apprentissages scolaires, professionnels. En gros, on l'utilise dans chaque activité quotidienne.
elle va nous permettre de sélectionner, de filtrer ce qui se passe autour, que ce soit des sollicitations donc extérieures à nous, donc les bruits, donc à Monaco les bruits des travaux, les klaxons, les discussions, et elle va nous permettre aussi de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui est les pensées un peu parasites, ou alors toutes nos associations d'idées. Je ne sais pas si vous voyez. Okay. Et donc les émotions, etc. Donc cette fonction est essentielle, mais elle est aussi très fragile. Et elle est vraiment dépendante de différents facteurs, soit propres à nous-mêmes ou extérieurs, à l'extérieur de nous. Et c'est ça qui va être compliqué. Donc je vais faire un zoom sur donc les trois grands types d'attention. C'est donc brièvement, on a l'attention soutenue, c'est-à-dire c'est une attention qui va permettre un niveau élevé d'attention sur une tâche sur du long terme, par exemple en cours ou lors d'une formation, de rester attentif, ou alors lorsque je fais par exemple un compte-rendu. L'attention sélective, elle, c'est autre chose. C'est par exemple si je suis en soirée, il y a beaucoup de bruit, des discussions, de la musique, je parle avec mon voisin. Mon attention sélective va permettre d'écouter ce que la personne a à me dire, donc de répondre en adéquation, en mettant de côté les bruits, donc les autres discussions et la musique s'il y en a. Et enfin, l'attention divisée. Alors, c'est une attention qui est un peu plus coûteuse sur le plan cognitif, parce qu'elle permet de traiter, on va dire, plusieurs informations. Alors là, l'exemple type que j'ai donné, celle qu'on connaît tous, on conduit, on fait attention au code de la route, aux autres automobilistes, et en même temps, on est très bien capable de discuter avec la personne dans la voiture, ou de chanter une chanson, de suivre, etc. Donc ça, c'est l'attention divisée. Par contre, cette attention divisée, comme elle demande une charge cognitive plus importante, elle peut baisser jusqu'à 40% nos performances. Donc, là, je vais parler en termes de fonctionnement attentionnel. Donc, le fonctionnement attentionnel, on va dire qu'il y a ces différentes attentions. On a ces fonctions attentionnelles dès notre plus jeune âge. Il est évident que cette fonction attentionnelle, ou ces fonctions attentionnelles, on va dire qu'elles grandissent avec nous. Elles se développent en fonction du développement cérébral. Là, je vous ai mis donc la durée d'attention qu'un individu est censé avoir, donc l'attention optimale, la capacité que l'individu a de soutenir une attention sur une tâche précise. Ce sont des données qui ont été réalisées hors troubles neurologiques, neurodéveloppementaux, etc. Donc on voit qu'avant 3 ans, le bébé, si on lui donne un jouet, il ne va pas rester dessus au-delà de 10 minutes. Et encore 10 minutes, c'est très bien. On va être plus, 3 minutes. Bon, après, c'est de 0 à 3 ans. Ensuite, ça augmente à 3 ans, donc entrée en première année de maternelle, entrée à l'école. Là, les enfants sont plus en capacité de faire des activités, de rester concentrés 10-15 par tranche de 10-15 minutes. C'est là où se développent les activités, les ateliers lecture, les ateliers peinture, etc. Parce que donc on sait que l'enfant est censé rester sur une tâche 10-15 minutes. Ensuite, de 3 à 6 ans, là ça augmente encore, de 15 à 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde à l'adolescence, il n'y a pas une augmentation très significative par rapport à la tranche d'âge de 3 à 6 ans, en fin de compte. Et ce n'est pas si étonnant quand on sait que c'est à cette période-là qu'il y a une restructuration cérébrale importante. Donc forcément,
les adolescents ne parviennent pas à vraiment développer plus que de raison leurs attentions. Et enfin, pour nous sommes censés rester 20 à 45 minutes sur une seule tâche. Et je dis bien censés. Donc ça, ce sont des chiffres qui représenteraient une moyenne. Maintenant, depuis quelques années, et je pense qu'on l'a tous entendu, qu'il y a énormément de difficultés d'attention. Donc on a beaucoup de plaintes de personnes, on a beaucoup d'inquiétudes du coup, mais on peut se poser la question, est-ce que vraiment dans notre société actuelle, le niveau attentionnel a diminué? Est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que c'est en bien ou en mal? Alors, j'ai vraiment zoomé sur 2 chercheurs qui se sont vraiment spécialisés sur l'attention. Dont une psychologue américaine, Gloria Mark, avec toute une équipe autour d'elle, donc leur première étude a été réalisée en 2003, et cette étude a révélé que les individus passaient en moyenne 2 minutes 30 sur une tâche, avant que leur attention soit déportée sur une autre. La dernière étude qu'ils ont faite, c'est 40 secondes. Donc c'est énorme. En l'espace de 20 ans, puis j'ai réfléchi, 20 ans, voilà, vraiment, il y a eu une baisse catastrophique. Et les travaux de Jean-Philippe Lachaud, donc lui, il est directeur à l'INSERM à Lyon. Lui, pareil, il fait beaucoup de travaux sur l'attention, la concentration. Il a notamment sorti dernièrement une BD pour les enfants sur les capacités attentionnelles. Son équipe a fait le même constat. Et pareil pour la concentration, où on aurait une concentration de 8 secondes en moyenne. Et il disait dans son article qu'au final, c'était même 1 seconde de moins qu'un poisson rouge. Donc, c'est quand même effectivement alarmant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que notre société est coupable? Donc, oui, alors là, j'ai entendu un oui franc. Je sais pas. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, on est dans le tout de suite. On est dans des stimulations. On est constamment sollicité, que ce soit au travail, à la maison, n'importe où. Tout est trop rapide. Nous n'avons pas le temps, en fait, de nous poser, de réfléchir. Et avec l'intelligence artificielle, le travail est mâché. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui nous questionne, nous, en tant que professionnels, pour la génération qui arrive, où l'IA est très, très facilement utilisable. Donc, c'est vraiment une question d'entraînement, parce que moins on va utiliser de fonctions cognitives, et forcément, moins elles seront efficaces. Donc là, je vais parler des enfants, des adolescents, avant de parler des adultes. Il y a une étude qui a été réalisée, donc qui est sortie là en janvier 2026, elle est publiée dans le Pediatric Open Science. Donc c'est une équipe de chercheurs qui ont fait ça a été une étude longitudinale, c'est-à-dire sur 4 ans, de T1 à T4. Initialement, les enfants qui avaient été inclus dans l'étude le nombre était au-delà de 11 000. Enfin, il y avait plus de 11 000 enfants. Et finalement, en enlevant ceux qui ne rentraient pas dans les critères d'inclusion, donc à savoir que ils n'ont pas fait rentrer dans la cohorte les enfants prématurés, les enfants qui avaient des troubles neurologiques tels que l'épilepsie, ils n'avaient pas tout ce qui est troubles des apprentissages, troubles neurodéveloppementaux, dont le TDAH. Donc c'était vraiment à exclure, et même diagnostic de TDAH dans la famille, pas uniquement les enfants. Donc ces enfants ont été écartés de l'étude. On a pris des enfants qui avaient globalement le même niveau socio-culturel, et là ils avaient entre 9 et 10 ans, moyenne 9,9. On leur a donné des questionnaires, donc à T1, T2, T3, T4, donc chaque année, donc aux enfants, mais également aux parents, en leur demandant de répondre à un questionnaire sur le nombre d'heures qu'ils passaient sur 3 activités. Alors,
il y a donc les médias sociaux, ils ont englobé donc WhatsApp, donc tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et donc quand je marque visioconférence, c'est Skype, FaceTime, voilà, c'est ça. Ensuite, deuxième activité, les jeux vidéo. Donc là, pareil, ils ont englobé les jeux vidéo sur tablette, sur console, les ordinateurs, etc. Et enfin, troisième activité, c'était la télévision, vidéo, même sur tablette. On leur a demandé, et ça c'était vraiment très important dans l'étude, d'analyser, donc de répondre au questionnaire sur une journée type, donc une journée en semaine et une journée type de week-end. Donc pas par exemple comme le samedi dernier où il a plu énormément, où forcément, bon, est-ce que l'enfant va être plus souvent sur l'écran? Non, c'était vraiment une journée type. Et les résultats, donc au-delà du nombre d'heures passées par jour pour chaque activité, ce qui est ressorti, c'est que les enfants qui ont utilisé, enfin ayant eu une utilisation supérieure à la moyenne de la cohorte sur les médias sociaux, donc les réseaux sociaux, WhatsApp, etc., ce sont eux qui présentaient une augmentation plus importante des symptômes d'inattention apparentés au TDAH. Donc ce n'étaient pas les symptômes du TDAH, mais ils étaient apparentés. On pouvait clairement les confondre. Donc ça, c'est quand même assez interpellant. Et au-delà de ça, ils ont vu aussi que c'était uniquement les médias sociaux qui donnaient ce résultat-là. Parce que ni les jeux vidéo et ni la télévision et la vidéo donnaient ce résultat-là. Alors là, je ne l'ai pas marqué, parce que ce n'est pas le sujet, mais au contraire, les jeux vidéo... les résultats pour les jeux vidéo ont montré une diminution des symptômes d'hyperactivité apparentés au TDAH. Ça, c'est autre chose. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau des médias sociaux? Clairement, en fait, c'est une machine à dopamine qui ne s'arrête jamais. Lorsqu'on regarde, quand on va même sur Instagram, les vidéos sont très courtes. En plus, on a de plus en plus d'algorithmes. Donc, plus on va regarder des vidéos sur tel ou tel sujet, et plus on aura des contenus proposés par rapport à ce qui nous intéresse. Donc, on a notre système de récompense immédiate qui est hyper activé au final. On a tout le temps une sécrétion en continu de dopamine qui est l'hormone du plaisir. On n'est pas des robots. Si on a tout le temps de la dopamine du plaisir, forcément, on va être constamment en recherche de ce plaisir-là. Et chez certains utilisateurs, certains individus plus fragiles que d'autres, ça engendre forcément des comportements addictifs. Autre chose, donc, si on regarde les formats des vidéos, ne durent que quelques secondes, ça ne dure pas dans la durée. Ça ne dure pas longtemps. Donc, notre système est uniquement du rapide, de l'immédiateté. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Ça va être un processus de désengagement cognitif. Le cerveau, lui, va se dire, mais en fait, on est dans l'immédiateté. Je n'ai pas à mobiliser telle ou telle fonction cognitive. Je n'ai pas à faire plus attention que ça. Donc, quelles conséquences ça a? Alors, j'ai marqué en premier déficit dans la maîtrise de soi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Les gens sont arrivent moins à gérer la frustration, vu qu'on est beaucoup dans le tout de suite. Ensuite, on a vraiment une suractivation du réseau cérébral dit automatique et de la zone tegmentale ventrale qui, elle, correspond au circuit de la récompense immédiate. Et ensuite, troisième conséquence, c'est le déficit de l'attention dirigée, qui nous permet donc la lecture, l'écriture, l'inhibition de distracteurs, le maintien utile pour telle ou telle activité. Et on le voit pour les enfants adolescents, lorsqu'ils sont face à quelque chose, on a l'impression qu'ils sont abrutis, entre guillemets. En fait, ils subissent ça et il n'y a plus de contrôle cognitif derrière. Alors que ce modèle attentionnel nécessite quand même des compétences cognitives dites supérieures. Pareil, donc,
l'attention dirigée est gouvernée par le cortex préfrontal, qu'on appelle souvent le chef d'orchestre de notre cerveau. Ce cortex préfrontal, il est impliqué dans beaucoup de choses utiles, dans l'organisation, dans la planification, dans la prise de décision. Donc j'initie quelque chose, il y a une idée qui va émerger et je vais m'atteler à mettre en place telle ou telle chose pour faire cette activité-là. Et dans la régulation émotionnelle. Donc on voit à quel point c'est important. Mais ce cortex préfrontal, toutes les études en neurosciences ont montré qu'il se développait, en fait, il terminait son développement à l'âge de 25 ans. Donc nos enfants, nos ados, en temps normal, en mettant de côté ce qui se passe avec les médias sociaux, de toute façon, neurobiologiquement parlant, ils ne sont pas capables d'être à même de gérer au niveau exécutif, donc inhibition, etc. Donc se rajoute à ça ce qui se passe depuis quelques années dans la société. Donc plus les enfants et les adolescents auront des difficultés à mobiliser l'attention utile, plus ils seront en difficulté et plus ils s'orienteront vers du facile, vers de l'immédiateté. Ils vont préférer tout ce qui est hyper stimulant, tout ce qui va être peu coûteux sur le plan cognitif. Et comme je disais il y a quelques minutes, c'est une question d'entraînement. Moins il y a de situations impliquant telle ou telle fonction, et moins cette fonction sera fonctionnelle. Je voulais vous montrer une vidéo qui est assez parlante. Donc, j'ai voulu prendre le dessin animé Spider-Man. Donc, un dessin animé Spider-Man dans les années 90 et maintenant le dessin animé Spider-Man à l'heure actuelle. Donc, celui d'en haut, c'est dans les années 90 et en bas, c'est aujourd'hui. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre ces deux dessins animés. Donc, vous allez voir, donc, l'ancien dessin animé, il y a 12 dessins par seconde. Alors qu'actuellement, il y a 24 dessins par seconde. C'est le double qu'il y a. Et en plus de ça, les lumières sont beaucoup plus vives. Donc vous voyez à quel point c'est plus rapide qu'avant. Donc, comment ? Il n'y a pas simplement une cause technique à ça ? Non. Non. Oui, non, en fait, c'est avec les nouvelles technologies. Avant, c'était moins coûteux de mettre 12 dessins par seconde que maintenant. Maintenant, avec les nouvelles technologies, etc., et ça, c'est pour tous les dessins animés. Ouais. Si on regarde, lorsqu'on regardait les dessins animés, c'était beaucoup plus lent. Donc là, c'était les enfants, les ados, mais en fait, nous sommes un peu dans le même panier, parce que, donc, là, je parle pas de dessin animé ou quoi, mais si rien que le téléphone, dans une journée, on a constamment des notifications de mails, de SMS, de notifications de je ne sais quoi, les groupes WhatsApp de parents d'élèves, ça c'est connu, hein. Donc en fait, constamment, on est sollicité, nous sommes coupés dans nos activités. Il y a quand même une diminution en termes de qualité de sommeil dans cette société-là, beaucoup plus d'anxiété. Tout ça, ce sont des facteurs qui entraînent une diminution de l'attention. En plus de ça, les addictions, le vieillissement normal. Alors, tout ce qui est charge mentale. Alors, sur Internet, je n'ai pas trouvé d'image illustrant la charge mentale chez les hommes, donc je suis désolée, messieurs, mais en fait, c'est uniquement... C'est pas fait exprès, mais voilà, c'est unique. Donc, voilà. Et donc, je trouvais l'image assez intéressante de cet adolescent qui, au final, en fait, lui aussi est complètement... croule complètement sous les demandes... au niveau scolaire, au niveau relationnel, le questionnement identitaire aussi qui se fait. Donc là, on voit bien, c'est une question, c'est un problème transgénérationnel. Et à l'heure actuelle, donc, on a démontré qu'il y a une diminution de l'attention
qui s'est installé au fur et à mesure. Ça entraîne donc des distractions accrues, difficulté à rester focalisé sur une tâche. Ça nous demande plus d'effort mental, donc plus de fatigabilité. Le soir, on rentre, on est complètement crevé. Donc, conséquence, il y a beaucoup plus de plaintes. Mais est-ce que pour autant, il y a plus de TDAH? Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui parce que c'est beaucoup trop long. Il y a les oui, il y a les non. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que nous sommes clairement mieux formés maintenant pour diagnostiquer. Mais ces difficultés d'attention qui s'inscrivent au final dans une trajectoire ordinaire peut poser problème dans les démarches de diagnostic. Donc nous, en tant que professionnels, on va un peu, comment est-ce qu'on se dépatouille avec tout ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire la distinction? Donc déjà, il ne faut pas oublier que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc dès l'enfance, il y a des différences. Grâce aux nouvelles technologies, aux IRM cérébrales, il a bien été montré des différences structurelles du cerveau au niveau du fonctionnement. Donc ce n'est pas un mythe, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus dire que le TDAH n'existe pas. Ça, c'est clair. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'étiologie. Le TDAH, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs facteurs donc, génétiques avec une héritabilité très très importante, de l'ordre de 70-75%. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Donc tout ce qui est facteurs de stress, les traumas familiaux, les événements périnataux, anténataux. Donc on va explorer la grossesse. Est-ce que le bébé a été en contact avec une toxicité, enfin des matériaux qui maintenant ont été identifiés comme nocifs et vecteurs d'une majoration de symptômes du TDAH. Donc, enfin, tout ça, ce sont des choses qui nous permettent vraiment déjà d'avoir une petite idée. Ensuite, pour poser le diagnostic, donc, on a des critères. Ces critères-là ont été définis par le DSM-5 et la CIM-11. On ne peut pas poser un diagnostic sans que ces 5 critères soient établis. Brièvement, donc inattention, hyperactivité, impulsivité, je pense que maintenant tout le monde le sait. Ce qu'il faut regarder, ce qui est important, c'est que dans cette triade, il faut qu'il y ait au minimum 6 symptômes qui soient présents, qui soient dysfonctionnels, avec vraiment une plainte, un retentissement dans le quotidien. Et il faut que ça dure au-delà de 6 mois. C'est pas juste ça fait quelques semaines que j'oublie mes lunettes en partant de tel ou tel rendez-vous. Donc ça, on va regarder. Donc c'est pareil, inattention, hyperactivité, impulsivité. Étant donné que ça s'inscrit dans un trouble neurodéveloppemental, il faut qu'avant l'âge de 12 ans, il y ait présence de symptômes. Ce critère B, je trouve un peu compliqué, dans le sens où je trouve que ça va dépendre du socle familial. Il y a des enfants qui ont des symptômes dans l'enfance, mais avec un cadre familial, une structure. On va dire que les symptômes vont être canalisés, ils vont être sous cloche. Seulement à l'adolescence, avec toutes les modifications et les attentes sociétales, donc d'être plus autonome, etc. Voilà, c'est l'explosion. Et adultes également. Ensuite, on a le troisième critère, où là, il faut que ça soit présent dans différents domaines, école, professionnelle, etc. Il y a toujours à l'idée de ce retentissement dans différents domaines, que ça interfère avec la qualité de vie. Et enfin, le dernier critère, il est tout aussi important, parce que c'est ce critère qui nous oriente vers un questionnement sur les comorbidités, les troubles associés. Est-ce que les symptômes que la personne nous décrit peut être expliqué par autre chose qu'un TDAH?
Est-ce que il a pris telle ou telle substance addictive et là il pète le feu, il est hyperactif. Enfin, est-ce que ça peut être expliqué par un trouble de personnalité type borderline avec une impulsivité, une perturbation de l'identité, etc. Donc en fait, on voit bien que c'est quand même très très long. Cette évaluation, donc il y a un outil de diagnostic qui s'appelle la DIVA 5.0, donc c'est pour adultes, ou la Young DIVA avant 16 ans. Au vu des difficultés d'attention et de concentration de notre société, on la donne aux patients, mais dans les 3 quarts des cas, ils nous cochent tout en fait. Parce que, voilà, au vu de ce que je vous ai montré, donc déjà, cet outil, on doit la faire passer, c'est un échange avec le professionnel. On doit vraiment demander des exemples concrets, on doit vraiment pousser. Est-ce que c'est tel ou tel symptôme? Est-ce que c'est une plainte? Est-ce que c'est au-delà de ça? Parce que sinon, on n'est plus sur une question de est-ce que tous les critères sont remplis. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter à ça. Donc c'est une démarche qui est vraiment très très longue parce que, comme je vous ai dit, on prend en compte l'analyse de la demande. Pourquoi on a telle personne qui arrive? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'il y a une analyse? Est-ce qu'il y a une demande de l'entourage aussi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va reprendre toute l'histoire développementale et pas uniquement celle du patient ou de la patiente, mais également dans la famille. Très souvent, on entend mamie, elle faisait tout, elle était au taquet. Ok, mais enfin il y a quelques années, autant de nos grands-mères, le TDAH, on n'entendait pas parler. Mais nous, en attendant, dans notre tête, ça va activer quelque chose. On va se dire, ok, il y avait peut-être quelque chose. Donc en fait, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Les questionnaires, c'est pareil. Donc les entretiens, comme je vous disais, donc troubles associés, diagnostic différentiel. Et alors j'ai mis plus ou moins évaluation cognitive, parce que le bilan neuropsychologique n'est pas utile pour poser le diagnostic. Il ne sert pas à poser le diagnostic. Il est important dans le sens où il va nous permettre de comprendre les forces et les faiblesses de la personne, où est-ce qu'elle en est de ses performances. On va pouvoir voir aussi les stratégies que la personne a pu développer. Mais ce bilan n'est pas pour but d'établir le diagnostic. Donc, pour résumer, j'ai voulu faire un tableau. Je trouve que visuellement, c'est quand même plus clair pour vraiment faire la différence. Donc, vraiment garder à l'esprit que ce TDAH, les symptômes sont chroniques. Il y a vraiment la persistance des symptômes, alors que les difficultés d'attention, ce sont des symptômes à durée déterminée, dus à des facteurs extrinsèques. Dans ces difficultés d'attention, les symptômes sont spécifiques à quelque chose, sur une tâche, que dans le TDAH, les symptômes sont envahissants. Ce n'est pas juste un symptôme. Alors, peut-être il y a des sous-types de TDAH, prédominance inattention, prédominance hyperactivité, mais à l'intérieur de ça, ce n'est pas qu'un symptôme qui parle. C'est vraiment plusieurs symptômes et qui sont très délétères pour la personne. Pareil, c'est un retentissement sur le fonctionnement global. Ça ne va pas être comme dans de simples, on va dire, difficultés d'attention, des difficultés sur telle tâche ou tel facteur précis. Ce trouble neurodéveloppemental, il ne faut pas oublier que, étant donné qu'il est persistant, étant donné qu'il démarre dès l'enfance, les personnes ont une estime de soi, une confiance en soi qui est, dans le meilleur des cas, moyenne, vraiment. Parce qu'ils ont reçu des remarques depuis l'enfance. Ils ont reçu des blagues douteuses sur l'attention, sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à se... ils manquaient de tact, ils n'avaient pas les codes sociaux... ceci, cela. Donc en fait, ils ont eu tout au long de leur vie quand même des retours, et on le voit aussi avec les enfants. Les enfants disent qu'à l'école, ils ont telle ou telle remarque, même du corps enseignant. C'est pour ça que, en fonction du retentissement de ces symptômes, il y a une prise en soin qui va être spécifique dans le cas du TDAH, pharmacologique
plus ou moins non pharmacologiques avec des groupes, donc psychoéducation, la TCC, thérapie cognitivo-comportementale qui fonctionne bien, et la pleine conscience, aussi avec un programme de pleine conscience qui a été développé il n'y a pas si longtemps et qui est vraiment très efficace. Dans les difficultés d'attention, c'est réversible. Il y a maintenant des programmes qui sortent, qu'on voit, style Pomodoro, le 5 minutes, 20 minutes d'exercice, 5 minutes de repos, etc. On peut faire avec. Si je dors mal, si j'ai des difficultés d'attention, je vais observer une amélioration. Et enfin, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les comorbidités dans le TDAH. Alors là, j'en ai mis quelques-unes, mais qui sont fréquentes. Comorbidité, on est de l'ordre de 65, on est entre 65 et 75% de comorbidité dans le TDAH. Et dedans, on a donc troubles anxieux généralisés, troubles de l'humeur, troubles du spectre de l'autisme, addiction. Alors que dans les difficultés d'attention, il peut y avoir des comorbidités, mais ce n'est pas spécialement évocateur. Dites. Qu'est-ce que vous mettez dans les addictions? L'usage du smartphone, par exemple, est-ce que c'est une addiction? C'est une très bonne question. Oui, on met addiction au jeu aussi. Alors là, je vais demander à notre addictologue. En fait, oui, au niveau addiction, c'est pas uniquement que les substances, c'est addiction au jeu, addiction aux écrans. Les substances aussi. Oui, non, mais parmi les substances, oui. Il y a énormément d'addictions, étant donné que les addictions entraînent aussi libération de dopamine. Vous voyez, c'est un peu le même constat. Donc, j'espère que ce tableau vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Les troubles neurodéveloppementaux. Dans les troubles neurodéveloppementaux, il y a maintenant donc troubles des apprentissages, donc vous savez tous les dyscalculie, dyslexie, etc. Donc les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH, parmi les plus connus. Voilà. Donc j'ai une bibliographie pour si certains, n'hésitez pas à venir me voir. Et pour moi, j'ai terminé mon topo. Je vous remercie de votre attention. Merci Marie-Agnès, c'était vraiment très très clair, surtout la différence entre un phénomène de société et ce qui est une maladie aussi. Voilà, c'est ça qui est important. Pas tout le monde a un déficit d'attention et c'était vraiment très très clairement expliqué. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que ce que je voulais juste rajouter, c'est que en parlant avec les autres collègues, maintenant alors je n'ai pas les chiffres exacts parce qu'on n'a pas fait de statistiques, mais 90% des cas, les hôpitaux de jour, donc c'est-à-dire donc les patients qui viennent le matin, qui partent le soir, dans une démarche d'évaluation et de diagnostic, les 3/4 du temps, c'est des demandes pour le TDAH, voire le TSA. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important de faire une distinction. Si ça peut, si ça a pu vous aider, c'était mon but. Ça a pu aider, absolument. Des questions, des remarques? Je vais passer. Est-ce que vous avez une voix qui porte? Sinon, Voilà. Un adolescent, une adolescente qui est dépistée, disons à 15 ans, est-ce que toutes ces thérapies proposées, comme les TCC, etc., ce que vous avez évoqué auparavant, suffisent ou est-ce que c'est nécessaire d'emblée un traitement médical? Non, ça dépend. Alors, peut-être que ma collègue pédopsie aura un autre avis. Moi, je trouve que ça va dépendre du retentissement, en fait, du retentissement des symptômes dans le quotidien. Ça dépend aussi des stratégies, ça dépend de l'environnement. S'il y a une souffrance, oui. Clairement, oui. S'il y a une souffrance
dû aux symptômes du TDAH. Après, je sais pas. Et est-ce qu'il y a une démarche justement à suivre avant d'instaurer le traitement? Par exemple, si les TCC n'ont pas fonctionné, est-ce qu'il y a une démarche, quelque chose à suivre pour ces enfants inquiets de diagnostic? Si les TCC n'ont pas Qu'est-ce qu'on fonctionné, peut proposer justement avant d'introduire un traitement? alors, Est-ce qu'il y a une démarche à suivre en fait? il y a d'autres- plusieurs prises en charge non pharmacologiques qui ont été développées. Alors là, comme ça, moi je dirais la plus connue, c'est la méthode Barclay qui a été développée. Barclay, ouais, qui a été développée. Après, oui, on a des protocoles non pharmacologiques justement pour apprendre ce que c'est qu'un TDAH. Qu'est-ce que ça implique et aider les ados, donc là pour votre question, à savoir les forces et les faiblesses et comment est-ce qu'ils peuvent, quelles stratégies peuvent mettre en place pour s'aider. Mais au-delà de ça, la difficulté du TDAH, ça reste aussi l'estime de soi, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Parce que les enfants, les adolescents reçoivent énormément de remarques à l'école, au collège, au lycée. Donc, dans ces cas-là, ça peut être au-delà d'une TCC. Oui. Et je voulais ajouter aussi que vous faites dans le service des groupes pour apprendre Oui. voilà, des stratégies Elle me fait de la pub. à gérer. Voilà, je fais la pub. Et c'est des groupes Oui, qui ont une durée des temps de séance et qui sont aussi une alternative aux médicaments ou Oui. une alternative ou avec le médicament, avec ou sans. Oui, c'est ça. En fait, c'est Qui un est important. protocole qui a été développé et pour vraiment voir l'efficacité. Donc c'est une recherche qui est en cours, mais on évalue avant le groupe, donc avant le protocole, donc l'estime de soi, la qualité de vie et l'intensité des symptômes. Donc un mois avant le groupe et un mois après la fin du groupe. Et pour le moment, il y a des résultats significatifs. Mais après au niveau médicamenteux, Mona, tu voudrais rajouter? Parce que voilà, qui est pédopsychiatre, donc je pense qu'elle a peut-être une autre vision que moi. Mais en effet, les enfants, en fonction, quand on parle de troubles spectre autistique, moi je pense qu'on peut parler du trouble spectre TDAH, parce qu'on peut avoir des TDAH très légers ou des TDAH très graves qu'on voit déjà donc à l'école maternelle, c'est des enfants insupportables ou qui peuvent démolir un bureau d'un pédopsychiatre. Il y a d'autres qui sont plus calmes. Donc les enfants, en général, en fonction de leur capacité cognitive, ils vont et de leur degré de trouble, ils vont mettre en place des stratégies. Mais un enfant intelligent, il peut décompenser en quatrième parce qu'il n'a plus envie de faire ses devoirs ou parce qu'en effet, un TDAH, il est toujours dans l'évitement d'un effort d'attention soutenu. Or, tout apprentissage, que ce soit à l'école ou que ce soit le piano, il faut travailler au-delà de l'intelligence. Donc, à un moment, il décompense, que ce soit au collège ou à l'école maternelle ou au lycée. Bon, l'avantage du traitement, et ça, c'est M. Barclay, qui est un psychologue ou je ne sais pas, un médecin, pédopsychiatre du Canada et qui a beaucoup étudié. Donc, lui, il a fait des articles sur l'importance, l'avantage de donner d'un enfant qui est traité avec du méthylphénidate, qui est un psychostimulant. C'est que pendant l'effet, le psychostimulant, ça veut dire que c'est comme le café qu'on prend le matin. Donc, on prend le comprimé de méthylphénidate, il va agir de 8h à 16h ou de 8h à 17h, etc. Pendant ce temps-là, l'enfant, il est concentré et il va garder dans la mémoire qu'il peut bien faire les choses. Il peut bien, et ça, c'est très important. Donc, voilà, ça joue sur l'estime de soi, etc. Et pour ajouter de plus, voilà, pour ce qui est par rapport à l'estime de soi, etc., c'est un autre problème de l'enfant TDAH, c'est qu'il n'est pas
il est inattentif tout le temps. Donc, il est inattentif sur les interactions depuis qu'il est bébé, il est inattentif. Donc, tout ce qui est relation avec l'autre, ça va se mettre en place un peu en décalage. C'est pour ça que ce sont des enfants un peu plus naïfs qui se font avoir parce qu'ils sont plus immatures que leur groupe d'âge. Du point de vue je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'il y a des enfants. Après, il faut supporter le traitement. Il y a très peu d'enfants qui peuvent avoir des effets indésirables, comme il y a dans la société peut-être très peu de personnes qui ne supportent pas du tout le café. Donc, mais sinon, le retour, il est très positif. Donc, il y a des enfants qui sont... Et ce n'est pas un traitement, c'est variable. Donc, on peut le prendre... 3 jours dans la semaine ou tous les jours de la semaine ou pendant le temps scolaire. Donc, ok, bon. Après, juste pour rajouter, moi, je regarderai aussi la fatigue de l'enfant, de l'adolescent le soir. Parce que si donc, il a développé des stratégies, que tout se passe bien, mais que c'est tellement lourd de maintenir son attention soutenue, le soir, il explose, il est tellement fatigué qu'il n'arrive même plus à manger, à interagir avec la famille. Là, forcément, le traitement médicamenteux prend aussi tout son sens, parce que ça va diminuer ses difficultés d'attention dans un premier temps, enfin en première intention. Donc, il sera moins fatigué le soir. Alors, on dit que le cerveau fonctionne différemment. Quand il y a un doute, est-ce que des examens d'imagerie, par exemple, peuvent apporter quelque chose? Alors, ça pourrait, mais pour le moment, ce n'est pas proposé. Non. Non, mais l'IRM, c'est vrai que l'IRM n'est pas proposé, pour le moment, en tout cas. Déjà un sevrage d'écran dans un premier temps pour voir si ça arrange les troubles. Oui. Moi j'ai une question. Est-ce que ces troubles peuvent apparaître bien plus tard qu'au moment de l'adolescence, de la petite enfance, ça vieille fille en Mais c'est-à-dire qu'une personne adulte, presque disons un senior, peut laisser apparaître ces symptômes. alors, de plus en plus d'études, effectivement, montrent... Alors, ce n'est pas les symptômes qui arrivent comme ça. Les symptômes étaient présents, mais étaient cachés. Cachés par un fonctionnement. Cachés soit par un fonctionnement intellectuel élevé, soit par un fonctionnement cognitif avec une mémoire de travail, des stratégies, un environnement structurant. Ou alors, ce qu'on voit aussi, c'est des personnes qui ont développé vraiment un côté obsessionnel où tout doit être bien rangé dans des cases, faire vraiment de manière toujours automatisée pour ne pas faire d'erreur. Mais lorsque ce fonctionnement-là diminue ou que la personne ne peut plus fonctionner comme ça, là, les symptômes émergent. Ils sont cachés. Est-ce qu'il peut y avoir à l'enfance des indices, disons, un faisceau d'indices qui auraient pu laisser croire qu'il y a 40 ans, une personne serait devenue comme ça? Senior. Vous pouvez répéter? Si dans l'enfant, un enfant... Oui, est-ce qu'il y a un faisceau d'indices à l'enfance, pour ma génération par exemple, qui laissait prédire qu'arrivé à l'âge des seniors, certains de ces symptômes que vous avez énoncés, se dévoilent ou apparaissent simplement? Donc, est-ce qu'on peut anticiper? Est-ce qu'il y aurait eu moyen d'anticiper si on reprend la chronologie? Ah, d'accord, en reprenant des enfants. Oui, oui. Il y a des éléments qui nous interpellent. Et c'est pour ça que ce ne sont pas juste des critères qui doivent être cochés, c'est vraiment toute l'anamnèse, toute l'histoire, mais l'histoire familiale aussi. Et puis un enfant, pareil, très souvent, alors ça c'est surtout chez les filles, mais quand on pose la question aux parents ou même à la personne, donc à la patiente, c'était une élève modèle. On l'entendait pas, elle bougeait pas, elle écoutait bien, mais en fait,
les symptômes sont apparus après. Mais parce qu'il y avait ce côté obsessionnel de bien faire, d'apparaître bien sous tout rapport. Mais oui, maintenant, on a de plus en plus. Et d'ailleurs, quand on voit l'histoire du TDAH, Molière commençait déjà à parler d'enfants hyperactifs, etc. Donc en fait, au final, c'est un trouble qui est ancien. C'est juste qu'on se réveille depuis quelques années. J'ai entendu parler de stratégies de compensation que les gens qui ont un TDAH peuvent mettre en place d'eux-mêmes. Oui. À partir de quel âge Même je dirais à l'adolescent. À partir du moment où on est conscient de ses difficultés, on est conscient de son trouble, on est conscient de ses difficultés, on va compenser. Oui. Moi, je dirais que en fait, ça dépend de la conscience qu'on a de nos difficultés et de nos capacités cognitives, intellectuelles aussi. D'accord. On a une question ici. Moi, c'était juste pour rebondir par rapport à la question du monsieur, parce que du coup, je suis neuropsychologue au Centre Mémoire. Et le TDAH à l'âge avancé, c'est assez difficile. On n'a pas beaucoup de recul encore parce que c'était pas diagnostiqué justement chez les gens de votre génération. Donc on a tout un parcours de vie qui s'est fait. Donc on questionne pendant l'enfance, mais des fois retrouver l'information qu'on veut pendant l'enfance, c'est un peu compliqué parce que la personne n'a pas de souvenirs. On ne peut pas forcément s'appuyer sur l'entourage. Un indice qui est assez dans les indices qu'on a là un petit peu sur les pistes qui peuvent nous orienter vers un TDAH qui n'a pas été diagnostiqué plus tôt, ça va être le passage à la retraite. Parce que en fait, la personne qui a compensé peut-être toute sa vie avec des routines au travail, elle va perdre toutes ses routines et là, ça va être très compliqué. Souvent, elle vient aussi avec une plainte de mémoire, mais au final, quand on creuse, on voit que c'est plutôt attentionnel plutôt que la mémoire vraiment à proprement dit. C'est une personne qui va être perdue, saturée assez vite, ce genre de choses. Mais bon, c'est vrai qu'on a encore assez peu de recul et c'est assez compliqué. Après, un autre indice qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans les enfants et les petits-enfants. S'il y a des diagnostics de TDAH, déjà, ça peut nous indiquer peut-être aussi que potentiellement, il y avait un TDAH plus chez les aînés. Voilà. Aussi, ce qui est intéressant et qui nous donne aussi un indice, c'est la vie qu'a eu la personne. Si la personne a eu énormément d'emplois parce qu'il s'est ennuyé et donc est passé de l'un à l'autre, pareil, combien il y a eu de divorces, combien la personne a eu de mari ou de femme ou de compagnon. En fait, ce sont des choses qui peuvent s'expliquer par ce côté impulsif, ce côté de l'ennui qu'on retrouve dans le TDAH. La clinique, c'est ce qu'il y a de plus important, de toute façon. Juste pour faire une petite remarque, en tant qu'addictologue, on a commencé à s'intéresser à ce trouble parce qu'on avait beaucoup de consommateurs jeunes de cannabis. Il faut savoir que c'est quand même un produit qui aide dans le trouble attentionnel. Donc les consommateurs précoces de cannabis, on s'est rendu compte qu'ils avaient pas mal de... C'est comme ça qu'on a commencé notre petite carrière sur l'hôpital, à essayer de les dépister un maximum chez les addicts. On sait aussi que de traiter assez précocement des ados, des enfants ou des adolescents, ça va les aider à pas effectivement chercher des drogues, parce qu'ils s'automédiquent finalement, avec de la Ritaline, avec la nicotine, avec le café, ce qui peut développer avec le café les troubles anxieux, avec le cannabis des troubles psychotiques, des troubles bipolaires, des aggravations des troubles borderline, etc. On a aussi des patients qui boivent pour calmer leur hyperactivité, par exemple. Voilà. Donc ça on a tout intérêt à le dépister précocement et à le prendre en charge, que ce soit par la psychoéducation. Donc c'est vrai que l'éducation marche très très bien. Et parfois même d'avoir traité un patient pendant un certain temps, en ayant fait un sevrage aussi, on arrive à arrêter le traitement parce qu'ils ont développé des stratégies comportementales. Donc voilà, sans tourner à l'obsession, sans être anxieux, ils arrivent à compenser, à s'adapter. On remarque de plus en plus aussi d'instituteurs, de professeurs des écoles,
qui s'y connaissent davantage et arrivent à gérer les enfants, à savoir les faire lever régulièrement pour essuyer le tableau, distribuer les feuilles, passer d'un sujet à l'autre, et finalement valoriser. Oui, bon, pas beaucoup, mais mon fils a eu une professeure comme ça, c'est excellent. Non, ça commence. Ça commence et c'est quand même pas mal. Voilà. Et effectivement, les comorbidités sont souvent liées aux troubles. En fait, de base, troubles attentionnels neurodéveloppemental favorisent les comorbidités beaucoup. Il y a beaucoup de liens. C'est pas qu'une comorbidité qui apparaît comme ça. C'est des tentatives de compensation. Alors, le trouble anxieux, c'est je vais jamais y arriver, donc je suis obligée d'être hyper organisée, hyper vigilant, hyper parfait, sinon j'aurai encore une remarque, voilà. Et puis je veux pas être sur le banc, voilà. Mais très très souvent. Ce qui ressort dans les consultations, c'est des enfants qui se disaient pas normaux, quoi. Enfin, en décalage complet, enfin complètement bizarre, quoi. Voilà. Et qui sont rejetés par la famille parfois, parce que c'est pas toujours identifié chez les ancêtres. Quoi qu'on a vraiment beaucoup de patients qui nous disent oui, effectivement ma grand-mère, oui, effectivement ma tante, oui, effectivement ma mère, mon père, voilà. Donc c'est quand même un problème de santé publique énorme aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des chiffres qui montrent beaucoup de psychopathie, de troubles addictifs, de troubles anxieux, de troubles borderline, de troubles bipolaires, etc., etc. Et surtout d'accidents. Voilà, les accidents de voiture, accidents domestiques, etc. L'impulsivité qui est associée est quand même un gros problème à l'heure actuelle. Voilà, donc c'est important de prendre en charge évidemment le trouble attentionnel et les comorbidités. Voilà, il me fait une dernière question. Quand on a un enfant dans une fratrie qui a été diagnostiqué TDAH, est-ce que vous préconisez de diagnostiquer aussi, en tout cas de consulter pour les autres enfants de la fratrie? Pas systématiquement. Il faut qu'il y ait des comportements observables. Il faut des retours. D'accord. Parce que ça peut, du coup, comme vous disiez, que ça peut être effectivement. Oui, mais c'est pas systématique. Il y a une très forte irritabilité, donc oui, je pense que c'est à garder en tête et à faire attention. Mais ok. Par rapport à la dame qui vous posait cette question, ce serait peut-être pas de vivre avec quelqu'un dans le mimétisme en fait, parce que quand on grandit avec des parents qui n'ont pas forcément ce trouble, ou qui ont une hyperactivité, c'est pas que c'est héréditaire, mais c'est le fait de vivre avec. C'est appris, vous dites. Est-ce que ça peut aider à le développer par soi-même? Le TDAH, ouais. Ça peut majorer. L'environnement familial peut majorer, effectivement. Voilà, donc on va terminer là pour ces thèmes passionnants.